de l'info, de l'actu, des rencontres et tout ça au gré de l'actualité locale, c'est l'heure du supplément d'agenda. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui Radio Larzac est partie à la rencontre de l'écrivaine Diane McNeill. Enfin partie, c'est un grand mot puisqu'habitant en Brocéliande, ni elle ni nous n'avons pu se déplacer. Nous l'avons donc interviewée via téléphone, on s'écoute ça tout de suite. Diane, bonjour, vous êtes l'auteur des Mémoires d'Isaïon, dont le tome 2 est sorti il y a peu de temps. Est-ce que pour commencer, vous pouvez présenter votre univers un peu à nos auditeurs ? Alors, Mémoires d'Isaïon, en fait, c'est une saga très ambitieuse, je l'avoue moi-même. Le premier tome est sorti en 2015. J'ai mis un petit peu de temps à écrire le deuxième tome, mais maintenant je me focalise sur l'écriture de ce roman d'heroic fantasy. En fait, c'est pas seulement un roman, une saga d'heroic fantasy, puisque c'est en fait un mélange entre un univers magique avec des créatures, des elfes, des tengu, des créatures que j'ai créées moi-même, en fait, imaginées, et un univers dystopique puisque mon héroïne bascule à un moment donné, notamment le tome 2, on rentre un peu dans cet univers de science-fiction. D'accord, donc voilà, c'est la spécialité des Mémoires d'Isaïon comparée aux autres sagas fantasy qu'on pourrait appeler. Tout à fait. Alors ma première question, elle est assez globale, mais elle me semble néanmoins importante. Pourquoi vous êtes devenue écrivaine ? Ah, c'est une excellente question et en même temps ma réponse va être très courte. C'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire depuis l'âge de 5 ans. J'ai tanné mes parents en posant la question comment est-ce qu'on fait pour devenir écrivain ? Comment est-ce qu'on fait pour devenir écrivain ? Et mes parents m'ont répondu tu fais un bac littéraire et puis tu écriras des romans. Voilà. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en écrivant qu'on publiera des romans. D'accord. Oui, c'est simple comme réponse, mais depuis l'enfance, tout simplement. Pourquoi vous avez choisi le genre de la fantasy ? Vous nous avez expliqué que c'était pas que de la fantasy, mais pourquoi être spécialisé dans ce genre ? Alors, parce que c'est en rapport avec ma personnalité, en fait. J'ai toujours été fascinée par les mythologies, les légendes, les contes de fées, et j'ai toujours eu un univers, un imaginaire très développé. Et j'ai toujours eu cette appétence, en fait, depuis toute petite, avec ce merveilleux, avec notamment ces littératures d'imaginaire. Pour moi, c'est une quête d'évasion, en fait. C'est voyager, mais voyager d'une autre façon, en fait. Et vos livres, ils sont remplis de personnages féminins forts, comme Andras, le personnage principal, Cassandra ou encore la sorcière rouge. Est-ce que vous avez une volonté particulière derrière ces choix ? Je pense que ça vient du fait que je suis une femme. Je vous avoue, c'est justement l'une des difficultés, en fait, que j'ai eues, c'est justement d'écrire des personnages masculins qui soient aussi prégnants, qui soient aussi forts. Oui, voilà, c'est ça. Et on m'a fait beaucoup de remarques, notamment lors de la sortie du premier roman, que le personnage de Liandre, en fait, il existait beaucoup grâce à sa folie et qu'il manquait encore assez d'épaisseur. Et dans ce deuxième volume, j'ai voulu lui donner sa propre destinée quand il rejoint la milice. Après, bien évidemment, je suis beaucoup inspirée. Il y a un livre qui m'a notamment fortement marquée. C'est Les Brumes d'Avalon de Marion Zimmer Bradley. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, vous aviez pas fait une publication sur votre blog à ce propos ? Oui, c'est possible, tout à fait. Peut-être. Il y a un petit moment. En fait, c'est un univers où la magie est très liée aux femmes, en fait. Alors, je sais que c'est un petit peu cliché de dire ça, mais c'est vrai que les femmes ont ce truc par rapport à l'intuition, le sixième sens. Et c'est pas pour rien que c'était beaucoup des sorcières qui étaient brûlées, notamment dans le sud de la France, pendant l'Inquisition. Et finalement, des hommes sorciers, on n'a pas trop de données par rapport à ça. C'est vrai. Les femmes dérangent, parce qu'elles ont le pouvoir de créer la vie, parce qu'elles sont peut-être très connectées du coup au cycle de la nature. Il y a quelque chose de ça, en fait. Oui, voilà, c'est le fait d'avoir la magie de la femme derrière qui vous pousse à faire des personnages féminins forts, donc. Oui, et puis peut-être un peu ma personnalité. Je dois avoir une personnalité un peu tordue, du coup, pour créer des personnages, vous dites féminins forts, mais finalement, c'est ambigu. Oui, enfin, je dis féminin fort, mais c'est plus féminin, des personnages importants, on va dire, parce que c'est assez rare qu'on trouve des personnages principaux déjà féminins, et c'est vrai que dans votre saga, la plupart des personnages importants, ils sont féminins. Oui, c'est vrai, c'est une héroïne. Une héroïne qui est un peu prise en main par Cassandra dans le premier tome, et là dans le deuxième tome par une autre femme. Mais vous verrez que dans la suite, puisqu'il y a 5 tomes prévus pour cette saga, elle va de plus en plus rentrer dans un monde masculin. Et justement, tout l'intérêt de ce personnage, je trouve,
C'est une quête initiatique, certes, qui se passe d'un point de vue de la magie, qui se passe dans ce royaume où elle doit prendre sa place, mais elle doit aussi prendre sa place dans un monde d'hommes, en fait. Toujours dans vos livres, Pharao, l'ennemi principal, donc, qui maîtrise la technologie, vous l'avez dit, et il s'oppose ainsi à Andraste et à sa magie. Est-ce que vous aviez comme idée avec ce choix de dénoncer notre société et de prôner un retour à la nature? Alors j'ai fait des guillemets, mais forcément ça se voit pas. Mais voilà, vous comprenez l'idée. Oui, je dois vous avouer quand j'avais 17 ans en fait, quand j'ai eu cette première idée de ce monde de la magie traditionnelle, très reliée à la nature, qui s'oppose en fait au monde de la technologie, de la science toute puissante, bien évidemment j'étais dans cette idée que les deux s'opposaient forcément. Aujourd'hui, donc je suis beaucoup plus âgée, j'ai beaucoup plus lu sur le sujet, je me suis davantage renseignée et je ne vois plus ça comme une totale opposition. Après, c'est un monde qui reste encore à être créé. Voilà. Je m'intéresse notamment à tout ce qui est cyborg, les êtres humains aujourd'hui. Il y a toute une communauté en fait qui est en train de s'organiser d'un point de vue mondial. C'est au-delà de la nationalité. Des êtres humains qui choisissent d'eux-mêmes de se faire implanter des puces, qui choisissent de se faire implanter des bras mécanisés. Ouais, ou alors J'avais vu quelqu'un qui s'était fait implanter une antenne pour retrouver le Nord. Voilà. Des trucs dans le genre. Tout à fait. Or, on peut le faire par choix, mais il y a aussi, je pense notamment aux handicapés, en fait. Oui, pour eux, la technologie, on n'a pas le droit, en fait, de leur interdire ça. On n'a pas le droit de leur dire, non, c'est pas bien. La notion de bien, de mal, là, quand il s'agit du confort personnel, quand il s'agit de la santé et d'améliorer la vie d'un handicapé, c'est un argument qui ne tient plus. Oui. Donc, je ne suis plus du tout dans cette opposition et je pense que c'est ce qui va peut-être donner le sel de cette histoire dans les prochains tomes. Peut-être on verra ça. Et une petite question qui est cette fois un peu plus personnelle, parce que ça sort un peu du sujet, mais est-ce que vous lisez des mangas? Car on retrouve notamment un gros cliché du manga dans votre saga, c'est le personnage principal avec une entité surpuissante en elle. Ah, c'est une remarque super intéressante. Là, je suis scotchée. Non, je ne lis pas de manga. D'accord. C'était... Mais c'est très intéressant ce que vous dites et peut-être que je vais m'y mettre du coup. Peut-être. Il y a plein de choses dans le monde du manga. Vous êtes auto-édité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche ? Alors, l'auto-édition, il faut savoir qu'il y a 20 ans, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout. Moi, j'ai commencé à écrire il y a un peu plus de 15 ans, on va dire, à me chercher à me professionnaliser. Et je me suis fait littéralement envoyer bouler par les imprimeurs parce que c'était comme ça qu'il fallait faire à l'époque. D'accord. Aujourd'hui, Internet a révolutionné le monde de l'auto-édition puisqu'il suffit en quelques clics en fait de déposer son manuscrit en ligne après avoir créé un compte, notamment sur Amazon, Kobo ou des sites comme Bookelis pour citer un acteur français. Et ça se fait de manière très simple puisque en quelques clics vous uploadez votre couverture, votre manuscrit, c'est validé et boum, vous avez votre roman qui est disponible auprès de milliers de lecteurs. Donc après c'est tout un travail parce qu'on est auteur, mais il y a aussi la partie édition. C'est tout un travail de marketing, de communication, de réflexion aussi pour créer sa tribu en fait et sa communauté. D'accord. Et pourquoi vous nous l'avez dit, vous avez fait ce choix parce que les maisons d'édition classiques vous ont envoyé bouler? Alors c'était des imprimeurs, parce qu'à l'époque en fait il fallait faire imprimer son livre pour avoir 1000 exemplaires chez soi et ensuite on allait démarcher les librairies, les lecteurs, etc. de manière individuelle. Aujourd'hui, grâce à Internet, en fait, on gagne énormément de temps, on gagne beaucoup plus d'argent aussi puisqu'on ne débourse pas de sa poche pour pouvoir se faire imprimer. Le choix de l'auto-édition, je l'assume finalement cette année, depuis septembre. D'accord. Parce que pour le premier tome, je l'avais envoyé à des maisons d'édition. Ça n'a pas été accepté. Et puis je me suis dit, c'est pas grave, parce que je vais prendre le projet à bras-le-corps et ça va me permettre d'apprendre, tout simplement. Et je continue à apprendre de jour en jour. Aujourd'hui, c'est vraiment un choix que j'assume. C'était pas le cas il y a 3 ans. Et donc, combien de temps vous mettez pour écrire un livre? Parce que vous l'avez dit, vous avez mis énormément de temps pour écrire le tome 2, mais en général, si vous deviez faire à peu près? Alors, la chose qui va prendre le plus de temps, ça va être de créer la structure, de créer la charpente en fait de l'histoire, le canevas général. Une fois qu'on a ce canevas, c'est 6 mois de rédaction, presque à temps plein.
Après ces 6 mois de rédaction, il y a 2 mois de correction. Après, en faisant un aller-retour avec des correcteurs, des bêta-readers, ce genre de choses. Donc je dirais, entre le moment où je commence vraiment à me mettre à la rédaction et le moment où le livre sort, il faut 1 an. Puisque après la correction, évidemment, il y a tout le travail de communication avec la couverture, la mise en page. D'accord. On peut voir que vous essayez de développer un univers transmédia via votre blog et le journal du novice, par exemple. Oui. Est-ce que vous avez d'autres projets ? Alors, c'est un gros projet, mais c'est la chaîne YouTube, en fait, que j'aimerais beaucoup développer. C'est vrai que faire des vidéos, ça prend énormément de temps. Mais vous pouvez voir une vidéo sur la chaîne YouTube qui s'appelle Les Contes de Téhut le Barde, où j'ai un ami comédien, Jérémy de la Boudinière, qui va incarner finalement ce barde Téhut qui raconte les légendes. Et c'est l'idée en fait de récits qui ne font pas partie du roman initial, de la saga Mémoire d'Isaïon, mais qui font partie de l'univers Isaïon. D'accord, donc un vrai univers transmédia, quoi. Tout à fait. La deuxième chose dont je rêverais, c'est un jeu de rôle en fait. Mais ça, c'est encore plus de travail, donc je pense que ce ne sera pas avant 2-3 ans. D'accord. Quelles sont vos plus grandes influences littéraires ? Je l'ai déjà cité, mais Marion Zimmer Bradley, pour Les Brumes d'Avalon. C'est le livre qui m'a marqué quand j'avais 17 ans. Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Normal, un grand classique. Et puis c'est drôle parce que c'est après la lecture de ces 2 romans que j'ai commencé à dévorer des romans d'heroic fantasy et que je me suis mise à écrire, à développer cette histoire. Et je dirais que la 3e influence, c'est Michael Moorcock pour le cycle d'Elric, qui est écrit de manière très différente. Elric le nécromancien ? Oui, c'est ça, le cycle nécromancier. Est-ce que vous avez des conseils pour un ou une écrivaine voulant se lancer ? Alors mon premier conseil, ce serait de se former à l'écriture, vraiment le côté écriture, rédaction, le vocabulaire, l'orthographe, ça c'est finalement secondaire, puisque c'est en lisant que l'on va intégrer ces choses-là. Ce qu'il faut vraiment travailler en fait, c'est la réflexion sur la structure. Et notamment, moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est le séminaire Story de Robert McKee. D'accord. Voilà. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est de croire en soi. C'est un petit peu de se détacher du regard des autres. C'est vrai qu'en tant qu'écrivain, c'est un métier finalement très difficile parce qu'on a toujours peur d'être jugé. On a peur d'être rejeté. Et quand on commence à partager son histoire, on se rend compte que finalement, les gens, ils mordent pas. Au contraire, ils sont plutôt curieux. D'accord. Merci beaucoup, Diane. Et on espère se retrouver peut-être à la sortie du tome 3 des Mémoires d'Isaïon. Et je me déplacerai à Millau pour l'occasion. Ah, d'accord. Bonne nouvelle. Au revoir et peut-être à une prochaine fois. Merci Camille pour vos questions. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était un reportage de Camille Demuth avec l'écrivaine Diane McNeill. Si vous voulez retrouver son livre, tapez-le sur Amazon. C'est Les Mémoires d'Isaïon. Et on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau reportage. Bisous. Vous étiez à l'écoute du supplément d'agenda sur Radio Larzac. Vous pouvez retrouver ce son sur notre site internet www.radiolarzac.org dans l'onglet Son émission et là, cliquez sur l'émission Divers.